Donc, bonjour, donc je m'appelle Antoine Normand. Je vais faire cet atelier avec Imen et Romain. Pour ma part, je suis consultant de Deloitte. Alors, bonjour à tous, je suis Imen Segouani, je suis actuaire qualifiée depuis 2015 je crois. Mais avant ça, je suis ingénieure de formation, donc j'ai la double casquette ingénieur et actuaire. Je suis directrice chez Deloitte en actuariat. Et bonjour, donc Romain Lagrelle, ingénieur de formation. Je suis responsable des normes comptables et actuarielles chez CNP avec une expérience en conseil avant chez EY. Donc l'atelier, c'est sur les perspectives de valorisation en 2022 sur des boîtes d'assurance. Alors c'est un atelier qu'on veut assez ouvert, donc on va vous partager un support et ouvrir un certain nombre de sujets avec des questions. Le support est assez condensé pour laisser du temps aux questions et au partage en fin de séance. Donc Antoine, si tu veux débuter. Alors, donc il y aura globalement 3 parties. Donc on va rappeler peut-être un peu les tendances observées récemment sur le marché. Une deuxième partie plus avec les métriques de valorisation qu'on a, avec ces approches multicritères. Et une dernière un peu plus comptable sur la comptabilité post-acquisition, pour voir un peu les effets qu'il y avait dans le passé sous IFRS 4 et ce qu'on aura demain aussi, ce qu'on peut attendre sous IFRS 17. Donc à chaque fin de partie, l'objectif, effectivement, comme dit Romain, c'est que s'il y a des questions, n'hésitez pas. Donc l'objectif de cette première page, c'est d'essayer un peu de regrouper des tendances finalement qu'on a pu observer ces 5 dernières années dans le secteur de l'assurance et pourquoi finalement il y a eu ces opérations qui se sont effectuées. Donc la première tendance qui a été assez forte finalement, y compris en Europe, c'est une volonté des groupes de simplifier leur structure et leur structure et leur activité en se recentrant finalement uniquement sur des activités qui sont stratégiques. Donc là, on a mis quelques exemples pour que ça parle un peu plus. Sur Aviva, c'est un groupe qui s'est recentré uniquement sur le UK et le Canada et a cédé très récemment les entités en France, en Italie, en Pologne, dans cet objectif d'aller améliorer finalement, avoir un effet d'échelle sur les pays stratégiques au UK et finalement se détacher un peu sur des filiales qui étaient maintenant considérées comme moins stratégiques. C'est un peu quelque chose qu'on a vu aussi chez AXA avec les cessions des entités en Europe de l'Est à Unica Assurance, où on a eu une volonté du groupe de recentrer sur 15 pays et donc finalement d'aller céder aussi un peu pareil qu'Aviva, hein, ces filiales moins stratégiques. On a eu aussi, alors pour différentes raisons, mais Aegon, hein, qui a également cédé ses activités en Europe de l'Ouest, mais là c'était plus pour un objectif de désendettement et de récupérer du cash. Allez, on va faire un dernier exemple plutôt sur du courtage, où April avait cédé sa filiale assurantielle Axeria Prévoyance, donc dans l'objectif ici aussi de se recentrer uniquement sur un métier de courtier, et donc avait cédé cette filiale à Malakoff. Okay. Ce qu'on voit ici, c'est que la stratégie qui entoure finalement les opérations d'acquisition ou de cession d'une partie d'un groupe, on est moins sur des acquisitions agressives pour du développement ou de l'obtention de parts de marché, comme on pouvait le voir il y a plusieurs années de ça, et on a maintenant des groupes qui mettent sur le marché des pans d'activité qui étaient avant chez eux pour avoir soit des gains de mutualisation chez eux, soit un recentrage de leur activité. Et donc on a des propositions de marché sur des branches d'activité qui sont nécessairement à des prix plus abordables, et c'est un petit peu ce qu'on va voir par la suite, c'est qu'on se retrouve dans des deals win-win où les impacts comptables et la répercussion de ces deals à la fois dans le bilan de la cédante et dans le bilan de l'entité qui acquiert sont assez différents de ce qu'on avait pu observer il y a 5 ou 10 ans de ça.
Et c'est sous cette perspective qu'on va se poser les questions des perspectives 2022 et suivants, avec une période de taux bas et les taux qui remontent, qu'est-ce que ça va intégrer sur les rendements, qu'est-ce que ça va modifier sur les perspectives d'acquisition ou de cession, et en partie avec le gros changement qui est l'avènement d'IFRS 9, IFRS 17, qui va changer une partie des mécanismes que l'on connaît et que l'on applique intuitivement quand on détermine un prix sur une acquisition ou sur une cession. Donc peut-être sur les deux autres tendances qu'on a pu observer, donc ça c'est quelque chose qui parle peut-être un peu plus, donc c'est toute cette consolidation qu'on a vue au niveau du marché de la réassurance, notamment pour faire face aussi à des événements climatiques plus fréquents. Donc c'est pas forcément les gros réassureurs, donc le top 5, hein, qu'on a vu des opérations, plutôt sur des assureurs de taille moyenne qui ont eu besoin justement de se regrouper ou de trouver un partenaire plus gros pour finalement pouvoir faire face à ces enjeux-là et concurrencer des réassureurs de taille plus élevée. Donc à titre illustratif, hein, on a vu l'acquisition d'AXA du groupe XL, également plus récemment avec PartnerRe, AIG aussi qui avait fait l'acquisition de Validus Group. Donc ça, tout ça, c'est des gros réassureurs, mais plutôt d'une taille moyenne entre le 5 et le 20e en termes de taille. C'était la deuxième tendance. Et la troisième, qui est finalement plus une conséquence de la première qu'on avait vue, c'est une reconsolidation au niveau local, où là les acteurs, en cédant finalement leurs filiales moins stratégiques, donc plutôt à l'étranger, se sont reconcentrés sur leur filiale stratégique et donc leur pays en local. On l'a vu par exemple avec Intact, un groupe canadien qui a racheté les activités RSA, donc les filiales canadiennes, et de la même manière Trid, qui était un groupe danois qui a pris la partie norvégienne du groupe RSA. Donc là, on voit aussi ce recentrage sur les pays d'origine pour atteindre des économies d'échelle et recentrer la valeur au niveau local. On passe à la suite. Imen. Peut-être juste un petit point avant de passer à la suite, juste pour vous dire qu'on vous laissera le temps de poser des questions à la fin de la présentation pour ne pas casser le rythme. Alors juste pour ne pas disserter très longtemps, hein, sur les approches de valorisation, donc un overview assez large, hein, de ce qui existe sur le marché. Donc on a des approches directes, des approches indirectes. Donc sur l'approche indirecte, on va partir de la valorisation de l'entreprise en elle-même pour en déduire la valeur des fonds propres, donc en cas d'acquisition ou de cession des activités. L'approche directe, on a une vision plus directe d'estimation des cash flows liés donc aux fonds propres actuels et fonds propres futurs. Donc on a deux types de valorisation aussi, on a la valorisation intrinsèque et la valorisation par multiples. On va se concentrer aujourd'hui vraiment sur la partie valorisation intrinsèque directe, donc c'est la partie à droite en haut, tout simplement parce que ce sont les approches les plus communément utilisées dans le secteur de l'assurance. Donc on va en décrire quelques méthodes un peu plus tard. Alors, il faut juste avoir en tête que donc la valorisation par multiples reste quand même utilisée, notamment pour définir certains KPI. Donc on en donne quelques exemples, mais surtout Antoine va présenter tout à l'heure la variation de ces quelques KPI sur le marché récemment. Et question ouverte sur est-ce que ces KPI vont perdurer avec le passage sous IFRS 17 ? Est-ce qu'on va demain voir émerger d'autres types de KPI plus en lien avec IFRS 17 ? Donc ça, c'est aussi pareil un point qu'on va aborder un peu plus loin dans la présentation. Et peut-être, c'est vrai que comme le disait Imen, l'approche qui est favorisée, c'est celle que vous voyez encadrée à l'écran, mais souvent les approches par multiples, c'est des approches qui parlent beaucoup plus à un monde bancaire. Et donc dans le partage d'une opération dans un groupe, que ce soit un groupe assurance ou un groupe banque assurance, souvent on rapproche une valorisation assurantielle
de l'activité qu'on cible avec des valorisations par multiples pour avoir un faisceau d'indices qui nous conforte sur le prix qu'on propose. Et on peut obtenir des ajustements justement grâce aux valorisations par multiples qui ensuite vont se répercuter dans la vision assurantielle. Donc on est vraiment sur une approche favorisée de valorisation d'une activité et comme quand on achète une activité qui est proposée sur le marché, on se conforte aussi avec d'autres approches de valorisation qui sont des approches utilisées dans des mondes différents de l'assurance et principalement les mondes bancaires. Et pour compléter aussi sur la partie multiple, c'est aussi ce qui va être communiqué post-acquisition dans la Comfy, où ça parle beaucoup plus, où c'est beaucoup plus comparable avec d'autres acquisitions pour un peu se situer, pour aussi justifier pourquoi on a acheté pas très cher ou à des prix normaux une société, on va aller la comparer et ça parle beaucoup plus plutôt que parler de MCEV ou autre chose. Pour compléter également cette page, là l'objectif c'était uniquement de montrer que dans la valorisation des sociétés non financières, on va parler de cash flow. Donc on va projeter un cash flow et ce cash flow il va être partagé entre l'actionnaire et le remboursement des dettes, donc pour tous les créanciers. Donc on va vraiment pas les valoriser le partage de valeur entre les actionnaires et le remboursement de la dette. Cette approche est oubliée finalement pour les sociétés financières parce que la notion de dette est plus compliquée. Qu'est-ce que la dette ? On a à la fois de la dette financière, mais également toute la dette et de la dette opérationnelle, c'est-à-dire des provisions est une dette. Donc on va aller directement projeter un dividende, donc un cash flow pour l'actionnaire. Donc d'où les approches où on raisonne directement sur la valeur de l'equity et non plus à partir de la valeur d'entreprise qui est une projection de cash flow futur. Donc là, on regarde plutôt les valorisations par multiples en termes de chiffres. Je ne sais pas si on voit bien. Si on voit bien, il faut plutôt regarder les deux graphes de gauche et le graphe de droite est plutôt une illustration d'une autre métrique qui est utilisée. Donc généralement, dans les approches multicritères, dans la partie multiple, on a plusieurs multiples qui sont utilisés pour le secteur de l'assurance. Donc on a un multiple sur la book value, qui était la book value IFRS 4, sous IFRS 4. Et le earning, donc P sur E, qui est le prix sur le résultat net. Donc c'est vraiment ces deux choses-là qu'on va aller regarder pour avoir un multiple par rapport au prix d'acquisition. Donc le numérateur c'est le prix et le dénominateur c'est soit les fonds propres IFRS, soit le résultat net. Donc dans le graphe en haut à gauche, on voit que en termes de multiples par rapport aux fonds propres IFRS, donc ça a plutôt diminué ces 10 dernières années. Je pense qu'il y a plein de raisons, mais une des raisons, c'est forcément la baisse des taux et donc la baisse de rendement pour les assureurs. Mais on se situe aujourd'hui entre 1 et 1,3, donc une valorisation entre 1 fois et 1,3 fois les fonds propres IFRS. À noter, donc là, c'est vraiment des observations de cours de bourse, donc de valorisation d'une part minoritaire. Et donc, quand on valorise l'intégralité d'une société où l'acquéreur a le contrôle de l'entreprise, on va avoir des valorisations plus élevées, puisqu'on va rajouter une prime de contrôle. Autrement dit, une part qui donne une détention majoritaire vaut plus cher qu'une part qui donne une détention minoritaire. Donc, là, on est entre 1 et 1,3, mais c'est sans prendre en compte ces notions de prime de contrôle qu'on doit prendre en compte si on achète 100% d'une société. Peut-être deuxième observation, on voit sur la partie non-vie, on est plutôt autour de 1,2, 1,3, donc un peu plus élevé que sur la partie vie, on a des valorisations plus faibles. Donc là, on parle d'une book value IFRS. On aurait pu le montrer aussi, mais on a un peu moins de données observables, mais par rapport à des fonds propres S2, par exemple sur des assureurs vie, on est encore plus bas, donc on va valoriser. On est autour de 0,8, donc on valorise finalement moins que les fonds propres S2, en moyenne bien sûr, pour les sociétés d'assurance vie. Donc ça laisse poser quelques questions aussi sur l'appréhension du coût du capital, du risque finalement, sous une valorisation qui serait basée sous S2, et qui aussi ne prend pas en compte finalement la valeur future du new business, alors que dans le prix, on va valoriser à la fois le stock et également, a priori,
5 années de plan d'affaires. Donc on est censé avoir quand même des valorisations un peu plus élevées qu'une notion spot book value. Donc sur la partie résultat net, on est entre... bon alors là c'est un peu baissé, mais ce qu'il faut retenir c'est que pour des assureurs non-vie, généralement on est entre 8 et 10 fois le résultat net. Sur des assureurs vie on est entre 8 et 10 fois, et sur des assureurs non-vie on est un peu plus élevé, entre 10 et 12. Donc là c'est ce qu'on voit, si on prend une moyenne un peu de ces 3 dernières années. Aujourd'hui ça a un peu baissé, donc on est plutôt entre 7 et 10. Donc voilà, donc ça c'était les 2 choses qu'on regarde. Là c'est des observations boursières, mais on peut faire le même exercice avec des transactions historiques. Donc on va aller récupérer les 5 dernières années, toutes les transactions qui sont faites, pour aller pour regarder le même type de multiples. Sur la droite, c'était plus peut-être une ouverture sur quelque chose qui peut être fait également. On vient rajouter une dimension. En fait, c'est un peu un croisement des 2 visions à gauche. On regarde le prix sur la book value en fonction du ROE, finalement, pour aller prendre une vision prospective et voir, en fait, pas uniquement valoriser un multiple des fonds propres, mais également prendre en compte la rentabilité de la société qu'on regarde. Et donc, on cherche finalement une relation entre ces deux paramètres. Donc, autrement dit, j'ai la book value de l'entreprise que je veux acquérir. Je connais également son RE. Alors, est-ce qu'on prend un RE prospectif, est-ce qu'on prend un RE historique? Et j'en déduis le prix à partir de cette relation-là. Donc, ce sont encore une fois des méthodes très simples, mais qui parlent, faciles finalement à regarder, et qui sont pris en compte avec les autres valorisations qu'on va regarder tout de suite, donc les valorisations intrinsèques, pour finalement aller situer quel serait un prix qui nous semble convenable. Juste sur les 2 graphes de multiples, on voit de manière assez logique que le prix des transactions vie sont plus volatiles que les prix des transactions en non-vie. Donc encore une fois, très vite, pour ne pas être pris de court sur le temps, il y a plusieurs méthodes de valorisation qui existent sur le marché. On en donne quelques exemples, mais il y en a d'autres qui doivent certainement exister par ailleurs. On voit en fait au fil de l'eau l'évolution donc de ces méthodes de valorisation qui évoluent en ligne avec les évolutions réglementaires. Je pense à Solvabilité 2 ou à IFRS. Chacune a des avantages, inconvénients. Les avantages, bien sûr, on a la simplicité, la prise en compte, on va dire, de manière de plus en plus complexe de l'environnement économique de la compagnie. La plus courante et aujourd'hui qui parlerait à plus de monde, c'est la valorisation en DDM, puisque c'est la plus simple. On est vraiment dans une projection déterministe. Des dividendes dans le cadre de cette valorisation. On utilise un taux d'actualisation qui est censé être monde réel et refléter aussi en quelque sorte la marge pour risque ou le coût du capital de l'acquéreur. Donc après, on a la notion de TEV qui va reprendre, qui est un peu entre la notion de MCEV et de DDM, dans le sens où elle reste simple de par son côté déterministe, mais on est dans une valorisation où on va prendre un peu plus en compte la valeur future de l'actionnaire. Donc on rentre un peu plus dans cette notion de embedded value, à savoir la NAV plus la VIF, qui se développe de plus en plus avec la notion de MCEV, et qui se complexifie aussi, puisqu'on rentre dans un environnement de valorisation stochastique. Donc ça veut dire qu'on va prendre en compte la valeur temps des engagements, et donc la valeur temps pour l'actionnaire. On retrouve des différences aussi côté MCEV sur tout ce qui est notion de coût du capital, puisque rentre en jeu la notion de coût des risques non hedgeables, qu'on retrouve par la suite aussi dans la notion de risk margin sous S2. Donc on va
encore une fois cette vision, cette notion d'évolution de la valorisation pour atterrir enfin sur IFRS 17, qui est la nouveauté. Donc on va détailler plus tard, et qui fait aussi le lien avec Solvabilité 2. Alors, il faut juste avoir en tête que le plus dur, bien sûr, dans toutes ces méthodes-là, c'est de fixer les hypothèses de valorisation. Donc dès qu'on parle de real world, de coût du capital, etc. Donc on est confronté à fixer des hypothèses, et c'est des hypothèses de marché. Donc on va à la fois challenger ce qui est fait par la compagnie qu'on acquiert, mais aussi prendre en compte la vue de l'acquéreur dans la détermination de ces hypothèses. Voilà, je pense que globalement, sans rentrer dans le détail, j'ai fait le tour. Je ne sais pas si vous voulez commenter. Peut-être un mot uniquement. Donc, ce qu'il faut retenir, donc, c'est DDM, c'est plutôt non-vie. Les autres, c'est des approches plutôt vie. C'est pas forcément, là, on ne parle pas vraiment de valorisation. Par exemple, les fonds propres S2, on va devoir venir ajuster des paramètres. Donc, c'est un point de départ plutôt pour déterminer un prix et pas forcément la valorisation. Donc, par exemple, on va ajuster le coût du capital, le ratio cible. On va ajouter aussi le new business qui n'est pas pris en compte là. Donc là, on parle vraiment de point de départ. Et ce qu'on voit aussi, c'est une évolution temporelle des méthodes de valorisation. C'est-à-dire qu'on était d'abord en TEV, puis en MCEV. On a eu une convergence MCEV S2 qui a un petit peu changé le paradigme de valorisation. Dorénavant, le standard, en tout cas en Europe, c'est plutôt une valorisation S2 où on répercute certains ajustements sur les paramètres. Là, on affiche IFRS 17 comme si c'était le nouveau standard de valorisation, mais il faut plus le voir comme une question, c'est-à-dire comment est-ce que IFRS 17 va venir modifier le standard de valorisation qui est actuellement plutôt sous S2, parce qu'on a quand même un certain nombre de différences d'approche entre S2 et IFRS 17, ne serait-ce que pour la valorisation finalement des affaires futures, entre autres, la classification des frais. Donc il y a tout un tas de choses qui vont venir poser des questions sur comment est-ce que la valorisation de demain sera faite dans un monde où IFRS 17 vient compléter S2. Donc, sur les impacts comptables qui sont post-acquisition, donc on a essayé de le faire de manière simplifiée en 3 grandes étapes. Donc on rappelle les normes sur la partie droite, mais c'est plutôt les blocs verts qui sont intéressants. Dans un premier temps, on identifie ce qui a été transféré, ce qui a été acheté, donc les actifs, les passifs. Et dès lors qu'on a effectué cette identification, on va devoir les réévaluer à la juste valeur. Donc on enlève ce qui était des passifs qui ne sont pas des passifs d'assurance, qu'on va se concentrer sur la valorisation des éléments d'assurance. On décaisse aussi tous les actifs incorporels que l'on est en capacité de doter et d'identifier dans la transaction. Alors ça peut être plein de choses, ça peut être des renouvellements, ça peut être un engagement ou des business plans sur du new business futur, ça peut être un accès à un réseau de distribution, une augmentation de part de marché, des accès à des outils de pricing, des outils de service, des outils d'interaction avec le client final. Donc on est à la fois assez large sur ce qu'on veut mettre dedans, et c'est parfois utilisé comme une variable d'ajustement quand on veut déterminer les VOBA et les goodwill ou les badwill. Dès lors qu'on a fait ça, on va se pencher sur la mise à la juste valeur des passifs et principalement des provisions techniques, avec actuellement, donc jusqu'à l'année prochaine, un enregistrement de ces passifs-là en valeur IFRS à IFRS 4. Et finalement, l'écart entre notre valeur comptable, qui est IFRS 4, et la juste valeur de ces passifs tels qu'on veut le représenter sur une vision de marché, puisqu'on parle bien de juste valeur dans le cadre d'un transfert, c'est un incorporel qu'on va enregistrer dans nos comptes à l'actif et qui est une VOBA, donc qui est la valeur du business qui a été acquis. Ce qu'on voit ici comme mécanisme, et c'est ce qu'on a généralement en tête, c'est que plus la juste valeur de ce qu'on achète est faible, plus la VOBA va être élevée. Et cette VOBA, elle va être génératrice de résultats futurs parce qu'on va l'amortir petit à petit dans le temps.
Et donc ça, c'est un principe où on verra avec la disparition de la VOBA demain, finalement, il faut qu'on se recrée une intuition et un raisonnement entre la juste valeur des passifs que l'on va enregistrer dans nos comptes et les conséquences sur le résultat généré par ces passifs demain dans nos comptes de résultats. Donc si on regarde la vision bilancielle complète d'une opération d'acquisition, donc on a déjà vu les provisions techniques IFRS 4, donc ça c'est assez direct dans l'évaluation. Le prix d'acquisition, il est déterminé, on l'a matérialisé ici au passif, c'est plutôt une dette qui vient en diminution de l'actif, mais c'est plus facile de le représenter au passif. On a une valeur de marché des actifs, les incorporels qu'on a pu enregistrer, soit dans le cadre de renouvellement futur, de réseau de distribution, une VOBA et une variable d'ajustement qui est un goodwill ou un badwill en fonction. Donc là, on voit plutôt un goodwill, c'est-à-dire qu'on a finalement payé dans le prix quelque chose qui n'est reflété ni dans la VOBA, donc ni dans la richesse qui sera générée par ce qui a été acquis, ni dans les incorporels qui ont été enregistrés. Donc c'est un petit peu comme si on avait surpayé ce qu'on avait acheté. Et là, on le voit bien dans le terme goodwill, c'est qu'on a un effort supplémentaire à l'acquisition. Ce qu'on voit comme tendance sur les années récentes, c'est qu'on a de plus en plus de deals qui se font avec des badwill. C'est-à-dire qu'un badwill, c'est l'acquéreur a fait une bonne affaire, puisqu'il reconnaît immédiatement à l'acquisition un résultat qui correspond finalement à l'insuffisance de prix payé sur ce qu'il a acheté. C'est comme s'il avait sous-payé ce qu'il avait acheté. Et ça, c'est une tendance qu'on observe sur les années récentes, et ça rejoint un petit peu les éléments de contexte qu'on avait pu partager initialement, avec des groupes qui coupent des branches d'activité un peu marginales de leur périmètre et qui, du coup, offrent des opportunités d'acquisition à prix réduit pour d'autres groupes. Donc, notamment, Aviva a pu céder ses opérations en Europe de manière peu chère, avec des acquéreurs agressifs sur le prix, et certaines de ces opérations qui donnent lieu à des badwill, donc une bonne affaire à l'acquisition. Alors là, dans les comptes conso, finalement, c'est qu'est-ce que ça va changer avec IFRS 17, puisque ce qu'on a vu précédemment, c'est que on enregistrait des provisions techniques IFRS 4 qu'on allait comparer avec des provisions techniques, avec une juste valeur de ces mêmes provisions techniques. Donc là, on reprend les mêmes étapes, sauf que la mise à la juste valeur des provisions techniques, elle va se comparer avec IFRS 17. Donc il faut redéterminer la valeur qui va être celle d'IFRS 17. Et pour ce faire, on va repartir de la juste valeur des passifs. C'est-à-dire que pour déterminer la valeur des passifs IFRS 17, on se raccroche à la juste valeur de marché. Et cette juste valeur de marché, on va la mettre au regard de notre vision, de la vision de l'entité qui acquiert, des passifs techniques. C'est-à-dire qu'on va calculer un best estimate, on va calculer un RA, comme on peut le faire de manière standard, et on va comparer ces deux agrégats avec la juste valeur des passifs. Et cet écart, c'est ce qui va être la CSM. C'est ce qui va être générateur de notre résultat de demain. Donc là, déjà, on voit deux choses. C'est que la VOBA disparaît et on la retrouve plus dans les comptes. Et l'élément qui va être générateur de résultats demain, ça redevient la CSM, donc ce qui est assez cohérent avec la façon dont on enregistre des business historiques dans nos books. Mais il y a une différence, c'est qu'une augmentation de la juste valeur va donner lieu à une augmentation de la CSM, et donc une augmentation du résultat de demain. Alors qu'auparavant, une augmentation de la juste valeur donnait lieu à une diminution de la VOBA, et donc une diminution du résultat certain lié à l'opération pour les années suivantes. Et donc on est vraiment sur un changement de paradigme entre la façon dont on va utiliser la juste valeur dans l'enregistrement comptable d'une opération d'acquisition. Oui, peut-être un mot, ce qu'on voit aussi au niveau de la mécanique, sachant que tous les blocs verts qu'on voit dans le bilan en bas à gauche sont constants, c'est-à-dire qu'ils sont déterminés.
plus on va augmenter la fair value, donc plus la CSM, comme Romain l'a dit, va augmenter, mais plus on va augmenter le goodwill également. Donc là, on avait plus récemment des goodwill assez faibles, parce qu'on avait des prix d'acquisition un peu plus bas. Et là, on va plutôt avoir tendance à vouloir recréer de la CSM, et donc ça va se traduire par des goodwill plus élevés. C'est aussi un mécanisme. Notamment parce que les enjeux sont différents, c'est-à-dire que les VOBA et les goodwill, historiquement, ont testé leur valeur avec des tests de dépréciation qui pouvaient être mutualisés de manière plus large que le simple périmètre d'acquisition. C'est-à-dire que si on acquérait une activité en France sur un groupe qui était déjà très implanté en France, on avait généralement des tests de dépréciation sur les goodwill et les VOBA qui étaient assez favorables et peu en risque. Là, la différence, c'est que la CSM, elle va s'apprécier uniquement sur le périmètre acquis, et donc avec une volatilité associée à cette CSM qui pourra être plus élevée, parce que le jour où la CSM est vidée, on passe sur une composante de perte et on reconnaît la totalité de la perte en PNL, et ça s'apparente à une dépréciation de ce qu'on a acheté. Et donc on a des mécanismes punitifs qui peuvent être beaucoup plus volatiles avec IFRS 17 qu'ils ne l'étaient avant avec IFRS 4. Donc là se repose la question des hypothèses qu'on va retenir demain dans la valorisation plutôt comptabilisation sous IFRS 17, puisque là, ce qu'on affiche, c'est la CSM acheteur. Donc c'est l'acheteur qui va devoir reconnaître de nouveau dans ses comptes, reconnaître les portefeuilles qu'il a acquis, et donc devoir recalculer une CSM, donc l'afficher dans ses comptes à lui. Donc question se pose, est-ce qu'on va essayer d'augmenter, en tout cas d'afficher une CSM plus élevée, c'est-à-dire une profitabilité future plus élevée, quitte à afficher un goodwill plus fort. Et surtout, on en revient, je suis désolé Antoine, je reviens juste un tout petit peu en arrière, parce que c'est ça qui va être un peu le nerf de la guerre. On voyait que sur les méthodes de valorisation, on était initialement à S2, et on utilisait beaucoup S2 comme référentiel de valorisation avec des ajustements d'hypothèses. Mais IFRS 13, qui définit la juste valeur d'un passif, fait absolument pas référence à S2. Et IFRS 17 pourrait être un bon candidat aussi pour déterminer une juste valeur de passif. Ce qu'on voit ici, sur la partie centrale de la slide, c'est que la CSM va être déterminée comme un écart entre le référentiel de valorisation de la juste valeur et la vision propre de l'entité de la juste valeur de ces mêmes passifs sous IFRS 17. Et finalement, la CSM, qui est censée représenter les profits futurs du groupe de contrats, ça va être initialement un écart entre deux référentiels de valorisation. Et donner un sens économique à un écart entre deux référentiels de valorisation, c'est assez difficile, et c'est surtout difficile de donner un sens dans le temps, puisque ce qu'on va retirer de la CSM année après année, pourrait être assez différent de ce qu'on va recréer avec les affaires nouvelles. Donc la CSM en date de l'opération pourrait ne pas être représentative de ce que les affaires nouvelles de demain vont générer. Et donc c'est finalement toute cette communication autour de l'enregistrement des opérations d'acquisition qui va être à revoir dès 2023, 2022 sur les opérations qui ont lieu sur cette année. Et donc pour terminer, on avait préparé une petite page qui mettait une comparaison un peu plus explicite entre ce qu'on vient de se dire, entre IFRS 4 et IFRS 17, et donc la mécanique qui est un petit peu différente entre les deux normes. Là, c'est vrai que le point, vous le voyez bien, c'est assez graphique. Hein. La différence, c'est qu'avant, on baissait la fair value, on augmentait la valeur de ce qu'on achetait. Maintenant, si on baisse la fair value, on diminue la valeur affichée de ce qu'on achète, qui est la CSM. Je pense qu'on peut vous passer la main pour les questions, s'il y en a. Merci pour cette présentation. J'ai juste une question par rapport à l'amortissement.
de la VOBA, du goodwill et donc CSM, donc ça normalement c'est connu, mais pour la VOBA et goodwill, comment on amortit en fait dans le temps? Est-ce que ça dépend du signe, si c'est positif, négatif? Donc déjà au niveau du signe, c'est un bon point, puisque auparavant on pouvait avoir une VOBA négative, dans l'optique à chaque fois d'avoir une juste valeur des passifs à la fin dans le bilan. Demain, sous IFRS 17, cette CSM ne peut pas être négative par construction. Et donc finalement, si on est dans une situation où j'ai une fair value plus faible, mon passif sera bien sous IFRS 17, et donc je serai plus tout à fait à la juste valeur dans le cas où mes contrats sont déficitaires, dans le cas où j'ai une CSM négative. Au niveau de l'amortissement, la VOBA était amortie, donc c'était une charge. Donc finalement, on venait amortir des profits que j'avais achetés dans le temps. Elle était amortie par portefeuille, ou pas, en tout cas pas au niveau global, elle était amortie un peu plus finement. Au niveau du goodwill, donc en tout cas sous IFRS, il n'est pas amorti, et il fait l'objet d'un test d'impairment via les UGT de manière annuelle. Donc goodwill non amorti, VOBA amortissement. Globalement, là parce qu'on était plutôt sur de l'épargne, hein, on était autour de 10 ans. En fait, ça dépend, parce que finalement, ce qui est possible sur les amortissements, c'est assez large. Parfois, c'est des amortissements linéaires, parfois, c'est des amortissements actuariels, soit sur des durées de détention des contrats, sur des durations. On a une certaine, on va dire, latitude sur la façon dont on va reconnaître cette charge dans le futur. Donc, on pouvait avoir un certain pilotage sur le résultat de demain. Au moment de l'acquisition, cette latitude, on en a beaucoup moins avec IFRS 17, puisque l'amortissement de la CSM, il va être assez normé, et on pourra beaucoup moins le prédéterminer que ce qu'on faisait avant, en particulier sur les activités d'épargne. En tout cas, en pratique, l'amortissement était fait de manière relativement simple. Pourquoi ? Parce que il est assez difficile finalement de suivre la valeur de cet intangible dans le temps, puisqu'il va falloir regarder la valeur des contrats que j'ai acquis à la date d'acquisition dans le temps. Donc voilà, on restait sur une mécanique assez simple, linéaire, actuarielle, mais en tout cas pas au réel par rapport au profit projeté à la date d'acquisition. Peut-être juste préciser que l'amortissement de la CSM et l'amortissement de la VOBA ne vont pas atterrir dans les mêmes postes du bilan aussi, donc ce qui rend plus d'importance, ce qui donne plus d'importance à l'amortissement de la CSM aujourd'hui sous IFRS 17. Je donne le micro à qui veut. Santé, ouais, c'est un peu compliqué. Alors on a mis des groupes aussi multiline quand il y avait à la fois de la vie prévoyance et de la santé. Donc c'est vraiment au cas par cas. On a je sais pas si le support vous sera communiqué, mais là on voit en bas à gauche ce qui a été mis dans. Donc les groupes qui sont vraiment multiline ont été mis à part, et ils sont pas classifiés ni en vie ni en non-vie. Donc la vie c'est vraiment l'épargne pure, et la non-vie c'est du yard. Merci. Vous avez cité IFRS 17 pour valoriser les contrats d'assurance. Autant comptablement, je comprends qu'on doit faire cette mécanique. Pour autant faire la valorisation, est-ce qu'on peut vraiment utiliser IFRS 17, notamment dans le sens où il y a un amortissement qui est différent du cash qui est généré. Comment vous appréhendez cette valorisation du coup sous IFRS 17 ? Alors, je partage, je suis pas certain qu'IFRS 17 soit un référentiel adapté pour une valorisation. Maintenant, ça va quand même questionner sur un certain nombre de paramètres. Je pense que quand on a fait la bascule entre la MCEV et S2, notamment sur la convergence, on s'est interrogé sur les versements futurs, sur la prime de liquidité, sur l'appréciation d'un coût du capital.
On voit qu'on a évolué entre un coût du capital et un coût des risques non hedgeables vers une risk margin, alors plus ou moins large, hein, on peut intégrer des risques financiers aussi dedans. Et finalement, IFRS 7 va poser un petit peu les mêmes questions. Est-ce que ça fait sens dans une juste valeur de ne pas intégrer des versements futurs quand comptablement on va les intégrer? Finalement, quel est le sens à créer une richesse qui sera la CSM uniquement d'un écart d'hypothèse de valorisation quand dans un référentiel on est en capacité de le faire sur la valorisation mais qu'on ne le fait pas? Ça va aussi nous interroger sur quelle courbe et quel taux on utilise pour les rendements, comment est-ce qu'on détermine les frais. Généralement dans les valorisations on n'était pas sur un coût total, rarement. Et dans la mesure où on va valoriser des passifs d'assurance, est-ce qu'on va utiliser des frais IFRS 17? Est-ce qu'on va utiliser un coût total S2? Est-ce qu'on va utiliser un intermédiaire, un petit peu comme ce qui a été fait actuellement? Finalement, notre comptabilité, elle évolue avec beaucoup plus d'estimation et de dires d'experts qu'on va devoir documenter, qu'on va devoir justifier, endosser. Et finalement, est-ce que c'est un faisceau d'indices complémentaires qui peut nous amener à repenser les paramètres et les hypothèses passées dans les valorisations. Mais en effet, IFRS 17, la bascule ne se fera pas en un jour entre nos référentiels de valorisation S2 et MCEV actuels et IFRS 17. D'une part, parce que comme on l'a vu, ça tuerait la CSM en acquisition, et aussi parce que l'acculturation se fera dans le temps et qu'il faut rationaliser les convergences d'hypothèses qu'on effectuera entre les deux mondes. Je ne sais pas s'il y a une dernière question, sinon je pense qu'on va s'arrêter là, parce qu'on a déjà dépassé le créneau qui nous avait été alloué. Bon, merci à tous, merci Antoine, merci Romain. Merci.